Oui, très bien. Et Oui, j'ai aussi l'impression que le son est meilleur du coup. tant mieux. Bon, parfait. Alors, freelance, c'est vrai que c'est une vie. Alors, il y a 930 000 freelance en France. Vous serez peut-être amené à faire partie de ces 930 000 à terme. C'est- c'est un, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix professionnel de se lancer en freelance aussi. Donc, il y a peut-être des gens qui vous, sortis de l'école, là, vous allez vous lancer en freelance. Donc, je ferai des petits écarts pour ce cas particulier qui est tout à fait intéressant, de quelqu'un qui a acquis des compétences et qui souhaite se faire la main, particulièrement un portfolio, création de portfolio sur Fiverr. Alors, bon, dans le monde, ça représente des masses importantes de personnes, hein. Le contrat indépendant, l'indépendance attire beaucoup. Il faut dire aussi que bah, voilà, les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, freelance peuvent être aussi salariés, hein, les fameux polyactifs. Un quart des auto-entrepreneurs sont dans ce cas-là. On a 3,6 millions d'indépendants en France, alors sous différents statuts. Je vous disais 41% environ qui sont auto-entrepreneurs, donc on parlera aussi un tout petit peu des formes d'emploi freelance qu'on peut trouver en France, donc avec un lien avec le statut légal sous lequel vous pourriez exercer. Et puis, évidemment, une croissance très très forte depuis 2003. C'est à la fois une poussée et c'est l'emploi salarié qui pousse les gens aussi vers le freelance, il faut le dire. Mais ça peut être aussi évidemment l'intérêt du mode de vie freelance en tant que tel. L'auto-entreprise, alors c'est la micro-entreprise pour être récent, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est un statut juridique et fiscal particulier, qui est particulier à la France. Alors un préalable, pas forcément à l'emploi freelance, on peut être sous un statut entreprise, on peut avoir différents statuts fiscaux et légaux pour exercer en freelance. Ce n'est pas un préalable obligatoire. Je tiens aussi à préciser que le statut n'est pas réclamé sur une plateforme comme Fiverr et sur la plupart des plateformes d'ailleurs. Vous n'avez pas de sirène ou de numéro particulier à identifier au moment de l'inscription. La plateforme étant Fiverr particulièrement très internationale, il est évident que ce n'est pas une obligation pour la plupart de nos utilisateurs en Belgique, en Finlande, où vous voulez. Donc ça n'est pas non plus une obligation en France. Alors, en l'occurrence, il y a tout un tas de notions probablement qui vous viennent à l'esprit quand on parle d'emploi freelance et de devenir freelance. Des notions extrêmement intéressantes parce elles sont en lien avec votre cœur d'activité. Donc l'approfondissement, l'expertise dont vous allez faire preuve en tant que freelance, hein. Être freelance, c'est souvent être expert et se sentir suffisamment expert dans son sujet pour être autonome, pour pouvoir démarcher soi-même ses clients, être sûr de sa valeur. C'est ça, être freelance aussi. Donc ça fait appel vraiment à votre cœur de métier. Et puis, il y a un savoir-être freelance aussi, ou un contexte freelance, donc c'est se dire, bah, j'ai pas de chef, mes horaires sont organisés comme je l'entends. Ça, c'est plus les à côté. À côté du job de freelance, il y a le mode de vie freelance qui va aussi avec. Alors, je crois qu'il est bon dans ce mode de vie freelance de distinguer ce qui est de l'ordre de la plaquette de la réalité. C'est vrai que le mode de vie freelance doit être bien compris avec tout ce que ça implique. Alors, ne pas avoir de chef, ça ne veut pas dire ne pas avoir de directive. Et organiser son temps comme on l'entend, ça ne veut pas dire travailler peu, hein. Vraiment, ce qu'il faut entendre, c'est même plutôt souvent l'inverse, en l'occurrence pour le volume de travail. Donc ça, c'est un peu un préalable. Moi, j'aime bien pas dramatiser, mais pas dédramatiser non plus. On n'est pas là pour vous vendre la lune. L'idée, c'est que vous soyez pleinement conscient que c'est un choix, même si vous êtes peut-être très expert sur votre métier, il y a un mode de vie freelance aussi qui vous force à vous organiser avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai embrassé l'emploi freelance étant plus jeune, un moment à côté de mes études. Ça m'a permis de financer des projets personnels. Ça m'a permis aussi de créer de la légitimité et de l'assurance au moment de parler à des clients. C'est vrai que l'emploi freelance, c'est aussi un développement de ce qui fait une relation professionnelle en dehors du salariat. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Que vous ayez l'intention de constituer une société ou pas, savoir bien se vendre, c'est toujours intéressant. Donc, l'emploi freelance vous permet de vous renforcer énormément sur ce plan-là. Et puis, être freelance, c'est aussi, dans son activité, c'est avoir du jeu de jambes
pour aussi les autres fonctions que simplement celles de votre métier. Être freelance, c'est faire de la comptabilité ou déléguer sa comptabilité, c'est faire du commercial ou déléguer son aspect commercial. Bref, on doit réfléchir de manière un petit peu transverse. Là où c'est vrai qu'en étant salarié, on a plus un point d'entrée valeur. Voilà ma valeur dans l'entreprise. Voilà dans la chaîne de valeur la partie que je traite. Mais après, voilà, il y a des départements compta, il y a des départements commerciaux. Et c'est une chaîne. Là, vous êtes la chaîne vous-même. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir où traiter vous-même ou savoir bien déléguer aussi dans ce cadre-là. Alors, c'est vrai que Fiverr a une proposition de valeur pour justement résoudre plusieurs des sujets qui se posent aux freelances. Alors, voilà les préalables que j'ai énoncés tout à l'heure. Avant de se lancer tête baissée, il faut comprendre ce que ça veut dire d'être freelance sur son cœur d'activité, ce que ça veut dire d'être freelance dans son environnement, de ce que ça veut dire en termes de mode de vie et de ce que ça veut dire en termes de jeu de jambes sur les différentes activités que vous aurez traitées. Alors, un bon point de départ sur le core job, sur la valeur que vous allez délivrer, c'est d'être vous-même très au clair avec ce que vous proposez au marché. Alors, un exercice, ça s'appelle le positionnement, c'est être capable d'énoncer ce que vous faites de bien et de qui va pouvoir interpréter ce que vous faites de bien et de manière experte, et qui va payer pour ça, évidemment. Alors, on dit souvent, il y a trois manières de gagner quelque chose, de gagner de l'argent. C'est soit vous faites gagner du temps, soit vous faites économiser de l'argent, soit vous débloquez de la valeur. Donc, c'est les trois manières généralement de gagner sa vie. Et quand on réduit finalement une proposition, un positionnement, comme on dit, à ça, ça permet d'être très au clair sur, du coup, avec qui on va engager la conversation. Qui va gagner le plus de temps grâce à ma prestation? Qui va économiser le plus d'argent grâce à ma prestation? Ou qui va débloquer le plus de valeur grâce à ma prestation? Ça vous permet donc de répondre à l'élément cible, objectif, donc gagner du temps, gagner de l'argent ou débloquer de la valeur. Et après, vous avez le troisième point, l'expertise. Comment vous faites pour débloquer ce temps, débloquer cette valeur? Et ça vous permet d'être très, très au clair en complétant les blancs de cette slide. Ça vous permet d'avoir vraiment une proposition de valeur hyper cadrée, hyper bien définie, et le reste va découler de ça. On commence toujours par le why. Le comment est au centre des choses. Je vous renvoie vers la présentation de Simon Sinek sur l'importance du why en général, mais pour l'emploi freelance et pour le freelance en particulier, c'est très important. C'est peut-être par là qu'il faut commencer, toujours commencer. Ensuite, une fois qu'on est au clair sur son positionnement, ce qu'on va réellement proposer au marché, il faut packager son offre, ou ne pas la packager d'ailleurs. L'idée, c'est de savoir ce qu'on vend et à quel prix. Vous pouvez être dans une stratégie de prestation qui est orientée sur la tâche, qui est orientée sur le résultat, ou qui est orientée sur un appui, un appoint à la force de l'entreprise ou à la force de votre donneur d'ordre. Donc, en conseil, c'est toujours intéressant parce que c'est un nombre d'heures. Généralement, le modulo, c'est le nombre d'heures, le nombre de jours que vous avez passé sur le sujet. Le résultat, là, on peut forfaitiser. On se dit, voilà, pour atteindre tel résultat, je forfaitise. Exemple, je veux exécuter une landing page, j'ai un forfait pour ça. Moi, j'arrive à décoder le nombre d'heures que ça peut prendre. Et on est au clair, c'est la landing page qui doit être la production. Et vous pouvez aussi avoir de l'accompagnement long terme. Donc, dans mon cas, c'est ce que j'ai pu faire en étant freelance. C'est je propose un nombre d'heures dans lesquelles mon donneur d'ordre va pouvoir taper, et puis je vais pouvoir au besoin être à un coup de téléphone ou à un email du fondateur ou du donneur d'ordre, et celui-ci me sollicite quand il en a besoin. Donc c'est très souple, c'est un appui hyper flexible pour l'entreprise, et pour vous, ça vous permet d'être avec un client qui est un client engagé à long terme avec vous. Donc voilà, donc il est toujours bon de se dire, est-ce que je vais être dans l'un ou l'autre de ces cas? Est-ce que je vais être en continu, en conseil? Est-ce que je vais être à la tâche, entre guillemets, ou est-ce que je vais être avec des appuis ponctuels qui vont être plus ou moins importants? Ensuite, son prix. Là, je vous mets en regard de cette définition du prix. Un prix, et peut-être vous l'avez appris par le passé, c'est l'endroit où c'est le point où se rencontrent l'offre et la demande. Donc, on peut exprimer le prix en fonction du marché.
Maintenant, il y a un prix pour tout. Il y a un prix pour de la grande valeur et il y a un prix pour de la faible valeur. Le point prix, qui est souvent la focale pour un freelance, ce ne sera pas forcément la focale pour le donneur d'ordre. Je trouve même que c'est un élément de second ordre, en fait. C'est un élément de second ordre. Et notamment sur Fiverr, on se rend compte que l'échelle de prix qui est proposée pour n'importe quelle prestation, elle est juste faramineuse. Parce que vous avez énormément de niveaux de qualité différents, vous avez énormément d'expertise différentes et vous avez énormément d'ambitions différentes aussi. Exemple, on a un polyactif qui n'a que 2 heures à allouer à de l'emploi freelance. Est-ce qu'il a intérêt à être dans une logique d'acquisition de nouvelles prestations à un prix moyen pour les prestations, pour l'expertise qu'il offre? Non, il n'a que 2 heures à allouer. Il n'a que 2 heures par semaine à allouer à l'emploi freelance. Il va vouloir systématiquement écrémer le marché par ceux qui sont capables de payer le plus, évidemment. Donc là, vous êtes dans une logique de voilà ce que je présente au marché, j'ai une ressource rare qui est mon nombre d'heures à proposer, qu'est-ce que je fais? Je les vends au mieux possible. À l'inverse, si vous êtes en train de vous dire mon tarif, il est modulaire suivant ce qu'on me demande. Si on me demande de la traduction, c'est tant. Si on me demande de la création de texte, c'est tant. Si on me demande de la voix off, c'est tant. Voilà, vous pouvez vous dire, je segmente en fonction de mon expertise. Si j'ai une expertise que je considère basique, où le marché finalement est très abreuvé par cette expertise déjà, forcément votre prix va être forcément inférieur à une expertise pointue. Là, l'avantage de la Wild Code School, c'est que vous êtes en train d'expérimenter des expertises pointues. Donc vous êtes en train de vous extraire justement de cette notion de prix de marché. Vous êtes en train d'aller sur des prestations qui vont être bien souvent ad hoc, avec une expertise rare, donc quelque part vous gagnez énormément en liberté de fixation. Ça, c'est cool, parce que quand on commence à sortir de la seule notion de prix pour déterminer sa valeur de freelance, c'est quand même bien. Donc évidemment, dans une plateforme comme Fiverr, il y a un élément de l'algo qui prend en compte le prix, mais c'est loin d'être le seul élément. Il y a beaucoup aujourd'hui de report vers des prix très élevés sur les prestations. On va voir tout à l'heure comment c'est structuré. Pourquoi? Parce que tout le monde n'achète pas en fonction du prix. Regardez comment vous achetez n'importe quel produit de grande consommation. Rarement on choisit uniquement sur le prix. L'offre doit être différenciante ou différenciée, mais surtout compréhensible, ciblée, cohérente. Donc, je reviens à la notion précédente qui était celle d'articuler une proposition de valeur, un positionnement clair. Votre offre, elle sera d'autant plus claire que votre positionnement l'était. Vous serez capable de cibler correctement qui va consommer cette offre et vous serez capable de la structurer de manière assez évidente pour ceux qui habituellement, devenir freelance, c'est comme je le disais, le core job, ce que vous devez faire dans votre prestation. Mais il faut avoir trouvé du jeu de jambes pour arriver au point où on est capable de proposer une prestation. Donc il faut être capable, comme je dis, d'avoir une structure juridique, d'avoir construit son offre, son prix, son positionnement, on vient de le voir, se faire connaître, évidemment, trouver un bassin d'audience où se trouvent vos futurs clients. Ça peut être un rendez-vous entre entrepreneurs, ça peut être des forums, ça peut être des plateformes comme Fiverr, ça peut être un endroit, un moment où vous passez du temps et vous dépensez du temps, entre guillemets, qui est rare en tant que freelance, pour vous faire connaître. En bout de chaîne, après la prestation, il y a aussi tout l'enjeu de l'administration. Vous devez vous faire connaître, c'est certain, exercer votre métier, livrer la prestation, mais c'est peut-être trivial, mais se faire payer en temps et en heure, c'est essentiel. Vous n'allez pas aller bien loin en tant que freelance si vous n'avez pas ça à cœur. Et quand je dis à cœur, ça devrait être même une obsession. Vous ne devez jamais être dans la position d'une demande ou d'une faveur qu'on vous fait en vous payant. L'humilité, c'est pas ça. Ça, c'est l'inverse de l'humilité que de ne pas réclamer son dû quand on a fait un bon travail, quand on a produit son travail. Donc ça, il faut être intraitable. Le se faire payer en temps et en heure, c'est simplement les mauvais clients qui vont entre guillemets, vous challenger là-dessus. Et tous les bons clients, tous ceux que vous avez envie de garder à long terme, comprendront très bien que vous manifestiez pour respecter ça. Partant de la confiance qui fonctionne donc dans les deux sens, sur la prestation et sur son paiement,
vous allez pouvoir construire donc, des relations, au pluriel même, de confiance fidèle et durable, et ça vous alimentera notamment sur vous faire connaître. Chaque nouvelle relation de confiance que vous tissez avec des donneurs d'ordre vous permettra d'en acquérir de nouveaux. Alors, c'est très formel sur Fiverr, puisque vous avez cette notion d'avis et d'évaluation de chaque prestation, mais la même chose existe dans tous les réseaux où vous faites confiance au bouche à oreille. On vous demande souvent « Ah, est-ce que tu as déjà travaillé avec Franck ?» Oui, comment ça s'est passé, voilà. Il y a toujours une petite notion de réputation qui s'installe dès votre première prestation. C'est très important que vous compreniez que chaque client gagné, c'est d'autant plus de facilité pour le suivant. Vous êtes en train de construire petit à petit. Et au début, c'est sûr que n'ayant que peu ou pas de réputation sur un marché, il vous faut gagner ces premiers clients vraiment sur votre cœur d'expertise. Mais les suivants seront tant convaincus par votre expertise que par effectivement la réputation qui vous précède. Alors, je parlais de plusieurs points de friction éventuelle dans la vie de freelance, donc se faire payer en temps et en heure, construire une réputation, avoir accès aux clients sans y passer trop de temps. Évidemment, Fiverr a essayé de résoudre chacun de ces points en créant un écosystème où tout ça est traité de manière optimale. L'idée, c'est de retirer en acheteur comme en prestataire sur Fiverr, c'est de retirer énormément de points de friction. La rencontre de l'offre et de la demande, une place de marché comme Fiverr, une plateforme comme Fiverr, c'est vraiment là qu'il y a un carrefour d'audience entre ces deux parties-là. Donc évidemment, passer du temps sur Fiverr, entre guillemets, pour trouver de l'offre et ou trouver de la demande, c'est un moyen de gagner du temps pour les deux parties en présence. On voit aussi que la promesse d'être payé, elle est établie dès le début, et c'est un des grands avantages, évidemment, de Fiverr, c'est que vous avez la certitude d'être payé, il n'y a pas de sujet, vous n'aurez jamais à réclamer, c'est implicite, ça découle de votre expérience de prestataire sur Fiverr. Dans ce sens-là, cette friction-là n'existe pas. Vous avez aussi évidemment un flux de communication qui est très optimisé, les prestations peuvent être très cadrées, vous avez une offre qui peut être très packagée, de façon à ce que vous sachiez exactement quel est le temps que vous allez investir et combien vous gagnez pour ce temps-là. Donc ça vous permet d'être relativement peu risqué en termes de prise de fonction. C'est peu risqué de se lancer sur une plateforme comme Fiverr. Alors, comme je disais, l'idée, c'est un matching. C'est un matching, c'est que vous trouviez votre audience, vous trouviez votre donneur d'ordre ou vos donneurs d'ordre idéaux. Alors, ça ne veut pas dire des donneurs d'ordre français. Fiverr est une plateforme très internationale. Donc, on va avoir énormément d'offres et de demandes qui sortent des frontières nationales. Donc, c'est toujours intéressant aussi de se dire, est-ce que j'arrive à éventuellement faire valoir mon expérience sur des marchés qui sont capables de bien la valoriser. Si vous travaillez pour une entreprise finlandaise avec des taux jours finlandais, c'est toujours intéressant alors que vous êtes situé en France. C'est un exemple. On a aussi cette capacité, la variété de l'offre de service, c'est aussi une variété géographique et avec des points d'entrée prix qui peuvent être du coup très variés d'un point de vue géographique. C'est très simple, donc c'est pensé pour être très simple, très optimisé comme je l'ai dit. Et pour un acheteur, les talents, donc vous serez toujours adapté en fait à la volonté de l'acheteur. Si on a un acheteur qui valorise énormément la qualité, il va aller regarder les badges Fiverr Pro, il va regarder les évaluations, il va se dire tiens, je gagne du temps en passant par ce type de prestataire. Si vous avez un acheteur qui est très intéressé par le prix, il va faire un filtre sur le prix et vous allez être sélectionné en fonction de ça. Donc sachez que les comportements côté acheteur sont très variés. Le prix, encore une fois, n'est qu'une variable et rarement la variable qui va emporter la décision. Donc, il y a forcément une histoire de budget pour les acheteurs, mais la variété des comportements acheteurs est absolument fantastique. On a vraiment beaucoup de paramètres qui font qu'un acheteur va sélectionner tel ou tel prestataire. Et encore une fois, ne vous sous-évaluez pas parce que le prix n'est pas la valeur centrale pour nombre d'entre eux. L'autre promesse de Fiverr, c'est la volumétrie. Donc 8000 missions par jour, une toutes les 4 secondes. Vous trouverez chaussures à votre pied. On a pu travailler, par exemple, récemment dans une opération d'influence au profit de Fiverr avec un prestataire qu'on a trouvé sur Fiverr, qui est un ancien de l'industrie spatiale, spécialiste en
en modélisation 3D. Voilà. Donc, ça veut dire que cette compétence-là, croisée à cette expérience-là, il y a peut-être 20 personnes dans le monde qui étaient capables de répondre à notre brief de départ. Donc, le fait d'avoir autant de missions attire beaucoup de talents, beaucoup de prestataires, attire beaucoup d'acheteurs, ce qui fait que même avec des compétences extrêmement pointues ou des désirs très pointus du point de vue de l'acheteur, vous allez trouver chaussures à votre pied. C'est l'avantage des masses critiques, hein, c'est les fameux effets de réseau. Les effets de réseau, quand vous augmentez le nombre de participants au réseau, la valeur du réseau augmente au carré du nombre de participants. Donc ça, c'est la fameuse théorie du réseau, mais ça c'est vérifié dans une entreprise comme Fiverr, où on voit vraiment, la masse critique d'offres et de demandes qui crée énormément de valeur pour tout le monde, donc à hauteur de 8000 missions vendues, échangées tous les jours. Une variété géographique, je l'ai évoqué tout à l'heure, et je m'appesantis sur le fait qu'il ne faut absolument pas limiter son empreinte au marché national. Aujourd'hui, notamment sur les prestations telles que vous allez les proposer, je l'espère, à l'issue de la Wild Code School sur une entreprise sur une plateforme comme Fiverr, vous aurez des clients finlandais, israéliens ou brésiliens très facilement. L'enjeu aussi, c'est que vous puissiez opérer sur un marché qui est devenu mondialisé pour des compétences qui sont transférables, puisque vous êtes sur des sujets essentiellement digitaux. Des clients PME, alors, avec ce que ça implique, la souplesse de décision, des process courts, vous ne rentrez pas forcément dans des grosses entreprises, mais ce qui permet aussi d'avoir de nombreux clients potentiels. Énormément de freelancers, donc 240 000, alors ce chiffre il est même un petit peu daté, c'est plus aujourd'hui du monde entier. Alors Fiverr, c'est vrai que c'est le billet de 5, c'est un tropisme au départ, c'est plutôt américain, on va penser au marché anglophone en premier quand on évoque Fiverr, mais c'est loin d'être la réalité. Aujourd'hui, on a aussi énormément d'activités en Europe, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, Italie, Espagne. Le site est même traduit dans ces langues-là, alors pas entièrement pour certains aspects, mais de plus en plus, l'empreinte de Fiverr n'est plus seulement une empreinte anglophone et nord-américaine. Donc, comme je vous l'ai dit, un bassin de freelance et d'acheteurs qui est proprement faramineux. On peut avoir tout se trouve sur Fiverr. Vous savez, il y a l'expression there is an app for that. Donc ça, c'était l'expression d'Apple de dire j'ai un usage, j'ai une application sur le store sans problème. Il faut comprendre que même sur des prestations qui ont l'air triviales, vous avez un marché. Donc il y a des choses qui vont être assez désarmantes même, hein, des prestations. Alors qu'est-ce que j'ai vu qui était assez rigolo? Donc là, on en a quelques-uns à l'écran, parce que moi j'ai insisté pour avoir des exemples de ça. Voilà, donc là, on peut avoir quelqu'un qui essaye d'utiliser la magie blanche pour développer une obsession psychic obsession. Donc là, vous voyez celle que j'ai au milieu, Mystic Zoé. Donc voilà, on va avoir une prestation de ce type-là. Alors évidemment, ce n'est pas le cœur du métier. L'essentiel des prestations se fait sur des prestations moins triviales, des prestations professionnelles, mais sur la variété de choses, c'est proprement hallucinant. Donc on s'échange en interne des exemples de prestats qu'on trouve complètement aberrantes, mais où il y a un marché et on voit les gens très intéressés à l'offre comme à la demande, et des gens qui, objectivement, sont plus qu'un joli complément de salaire avec des choses qui ont l'air assez rigolotes à faire et assez rigolotes à demander aussi objectivement. Vous irez voir ça, mais c'est vrai que vous pouvez faire de la nutrition, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire de la voix, vous pouvez faire de la danse, vous pouvez faire du coaching, vous pouvez faire du code, évidemment, vous pouvez faire de la créativité, le ferment de créativité, vous pouvez faire de l'enseignement, vous pouvez faire plein de choses, effectivement, avec Fiverr. Donc, que ce soit des compétences cœur, telles que vous les apprenez à la Wild Code School, ou des compétences issues de votre passion, la musique, la création, l'impression 3D, que sais-je, vous aurez éventuellement quelque chose à projeter sur Fiverr. Donc là, voilà, un exemple, il y a 300 catégories aujourd'hui actives, 300 propositions de valeur, des plus professionnelles aux plus triviales, et avec pas de spécialité d'industrie ou de secteur, on va trouver tous les secteurs représentés.
évidemment, les métiers du marketing sont très représentés, les métiers du dev, du code, les besoins techniques très, très représentés. Mais on a aussi des industries comme le bâtiment, la mode, je vous le disais, l'industrie aussi, qui peuvent être très représentées dans certains de leurs besoins sur certaines des catégories. Alors, Fiverr, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande, évidemment. Maintenant, ça dépasse en fait la marketplace. On a Fiverr Pro déjà, qui est une version, disons, premium de la même marketplace, avec un badge Fiverr Pro qui va être décerné à des personnes qui ont un historique de grande qualité de prestation, qui ont un historique voilà, qui coche en fait les cases d'un vrai professionnel. Comme son nom l'indique, Fiverr Pro, c'est des prestataires professionnels et donc des acheteurs qui sont capables de valoriser ça. On parlait du point d'entrée prix. C'est vrai que quand vous avez un badge Fiverr Pro, vous irez voir les paniers moyens, les prix moyens qui sont proposés par les Fiverr Pro. On est dans des multiplicateurs très intéressants par rapport à une prestation de base. Donc l'encouragement que je peux vous donner, c'est de rapidement vous tourner vers, OK, quel est le cœur du marché quand on est Fiverr Pro? Pas quand on est Fiverr, quand on est Fiverr Pro, c'est-à-dire parmi les meilleurs qui exercent sur un marché. Quel est le niveau d'expérience? Quel est le niveau de prix? Quelle est la prestation qui est proposée par les Fiverr Pro? C'est toujours intéressant de se référer, évidemment, de s'accrocher aux meilleurs de son secteur. Fiverr Business, une évolution intéressante, effectivement, pour des plus grosses entreprises qui achètent en groupe. Quand on a des agences, quand on a des départements marketing où il y a plus d'un acheteur, à ce moment-là, Fiverr Business est un peu la réponse projet à ça. Et Learn Fiverr, donc Fiverr Learn, qui est la partie formation des freelances. Donc évidemment, être freelance, c'est accepter de monter en compétences de manière constante. Donc là, vous avez un énorme apport de compétences à la Wild Code School. Il faut bien comprendre que cet apport de compétences, c'est un énorme accélérateur pour votre début de carrière, mais qu'il faudra maintenir ce rythme-là de compréhension des nouvelles façons de faire sur votre métier. C'est vrai qu'un Fiverr Learn peut être un bon complément dans ce cadre. La diversité de prix, c'est ce qu'il disait. La diversité de prix et de prestations, c'est ce qui distingue Fiverr. Donc, je ne vais pas aller trop en détail. Vous irez voir aussi la plateforme. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse traiter les questions que je vois apparaître. En tant que freelance, Fiverr, c'est zéro engagement. Vous y passez aussi autant de temps ou aussi peu de temps que vous le souhaitez. On voit des polyactifs qui passent 2 heures par semaine sur Fiverr, qui font leur mission, voilà, et donc qui ont un petit complément sur leur activité. Il y a des gens qui passent 100% de leur temps. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais vous avez le numéro 6 en termes d'activité sur Fiverr qui est français et qui est, je pense qu'il passe un bon bout de temps sur Fiverr, mais ça vaut le coup. Donc c'est très sécurisant dans le sens où vous évacuez toutes les notions de recherche de volume d'affaires, puisque les clients viennent à vous, c'est gratuit pour vous, vous êtes payé à temps et vous avez évidemment une réputation qui est construite. Donc, vous commencez éventuellement avec des prestations simples, tarifées correctement, et vous pouvez monter au Fiverr Pro, vous pouvez monter finalement une visibilité qui sera un vrai portfolio pour vos autres activités, en disant je suis Fiverr avec tel niveau de prestation sur Fiverr, c'est aussi un moyen c'est aussi une référence pour vos autres canaux d'acquisition de clients, pour vos autres conversations avec des clients. Fiverr Pro, c'est la qualité. En gros, c'est la crème de la crème des prestataires Fiverr. Évidemment, vous voulez, encore une fois, vous référer à ce niveau d'expertise-là pour savoir quel est le cœur de marché et où se trouvent les personnes qui veulent de la qualité avant de considérer le prix. Et là, vous irez voir les multiplicateurs. On est entre 5 et 20 entre le prix d'une prestation Fiverr et le prix d'une prestation Fiverr Pro. Donc, on a tout à fait envie, en tant que prestataire, de se retrouver Fiverr Pro le plus rapidement possible. Évidemment, c'est une progression. On ne devient pas Fiverr Pro d'emblée. Il faut faire ses preuves sur la plateforme. Donc, c'est un mécanisme, évidemment, d'historique de prestations associé à des évaluations. Et on avance petit à petit sur le chemin pro. Et une fois qu'on atteint les critères qui sont publics, vous pouvez avoir un badge associé. L'intérêt, c'est de pouvoir exercer librement son pricing, donc d'être libéré de la partie prix. Vous appliquez le prix qui vous intéresse et vous trouverez des personnes dont le prix n'est pas un élément central dans leur décision. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des clients qui achètent sans compter.
Pourquoi c'est une opportunité de se lancer en freelance, et particulièrement aujourd'hui, ici en France, pour des wilders? C'est qu'il y a de l'offre, mais pas tant que ça, et il y a déjà de la demande. Donc finalement, vous êtes à une phase de la croissance de la marketplace, de la plateforme, qui est plutôt intéressante. J'ai fait faire une étude récemment sur est-ce que les acheteurs français ou francophones privilégient ou pas des francophones pour l'exécution de leurs prestations. Et la réponse était oui. On a plutôt en France, en Espagne, des acheteurs qui surreprésentent les acheteurs francophones et qui surreprésentent les prestataires locaux. C'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on voit que sur la catégorie développement web, avec une personne parmi les acheteurs qui sélectionnerait le filtre prestataires locaux, on a 5, en tout et pour tout, 5 services disponibles. Donc une profondeur, même si la promesse de Fiverr, c'est d'avoir de la profondeur, force est de constater qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas tant que ça d'offres. Donc c'est intéressant parce qu'il y a déjà de la demande latente et relativement peu d'offres. Donc pour se lancer en tant que Fiverr aujourd'hui, ce n'est pas un mauvais timing, si vous voulez mon avis. Donc ça, c'est en soi, dans une place de marché qui est déséquilibrée en faveur de l'offre, il est intéressant de proposer et d'être dans la partie offre. Le même exemple montré pour le développement d'applications mobiles. Vous avez 2 services disponibles aujourd'hui en français effectués par des prestataires locaux. Donc, si vous êtes le 3e, vous avez potentiellement un tiers des clics qui vont sur votre prestation. Voilà. Donc, en termes d'apport d'affaires, c'est tout à fait intéressant. Je poursuis l'exemple, mais vous irez vérifier par vous-même. Création de site web via un CMS. Donc, vous avez des prétentions à la mise en place d'un thème WordPress et d'un développement simple mais efficace sur WordPress. Vous avez tout à fait la place aujourd'hui. Une fois que vous avez acquis vos premiers clients, une fois que vous avez un volant d'affaires régulier sur Fiverr, vous allez avoir un nombre d'avis qui va croître. Donc, on voit ici la zone avis dans les fiches des prestataires en question. Et vous allez avoir le badge qualifié pro. Donc, c'est aussi un filtre que beaucoup d'utilisateurs, acheteurs pratiquent, qui est de faire un filtre sur les prestataires qui ont ce badge et qui ont cette historique. C'est toujours intéressant d'avoir ce badge-là parce que, au-delà du filtre, ça vous permet, comme je vous le disais, d'appliquer un tarif qui, comme je le disais, peut être 5 à 20 fois plus élevé qu'une prestation de base, puisque le client n'est pas sensible au prix dans sa prise de décision. Et là, merveille, vous n'avez aucun vendeur pro aujourd'hui sur la partie appli web en français en France. Donc là, une énorme opportunité pour le ou les premiers qui seraient les vendeurs pros, les prestataires pros sur ces verticaux-là. C'est vrai qu'on sort du lot assez vite quand on est le premier à proposer quelque chose. Alors, à titre de comparaison, mais ce n'est pas l'idée de se dire voilà, on est mieux ou moins bien que les autres, c'est de dire c'est un fait sur des plateformes qui sont très bien trafiquées aussi, qui présentent des profils de freelance. C'est vrai que la profondeur de la plateforme peut être très différente entre Fiverr et ses plateformes concurrentes. Donc, allez regarder, vous faites une recherche simplement sur l'emploi freelance et les prestataires. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de prestataires sur des plateformes concurrentes en français pour la France. Donc, c'est pour moi, selon moi, une opportunité de briller et de sortir du lot. On a effectué il y a quelques semaines de ça, alors c'était courant à l'automne 2020, on a effectué une petite opération d'influence avec Benjamin Code, qui est un influenceur, un YouTuber, qui a eu un vrai arc narratif autour de l'emploi freelance. Il a été salarié, puis freelance, YouTuber, puis il est revenu à l'emploi salarié plus récemment, donc il a une vraie histoire à raconter sur ce sujet-là. Et on l'avait missionné, c'était donc une vidéo sponsorisée, pour essayer de comparer des prestataires Fiverr pour savoir quelle était la qualité d'exécution sur une landing page à créer. Voilà, il y avait du CSS, un peu de JS, de l'HTML à concevoir. Donc c'était intéressant, c'était un projet assez simple, mais malgré tout qui réclamait de la concentration et de l'expertise. Et donc l'intégration, qui devait prendre un certain nombre d'heures, forcément, a été variable sur un point de vue prix. Au-delà de mesurer la qualité des prestataires Fiverr, l'enjeu était aussi de voir si, finalement, quand on paye plus, est-ce qu'on a de la meilleure qualité? Et est-ce que cette règle est respectée ou pas respectée sur Fiverr? Alors, dénouement,
gagne le concours, en l'occurrence, un jeune Français qui avait fait payer sa prestation 12 $, soit le prix le plus faible de tous les prestataires. Alors, c'est à comparer, je crois que c'était 150 $ d'un Américain, il y avait 80 $ d'une personne, je crois que c'était en Inde, il y avait une personne en Indonésie qui avait proposé 40 $. Bref, notre petit Frenchie, qu'est-ce qu'il fait? Il met 12 $ pour la meilleure exécution, la meilleure intégration. Donc on se dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il y a un zéro? Non, non, pas du tout. On découvre, via Benjamin Cloud, qui a fait une vidéo de suivi, que c'est en fait quelqu'un qui était vraiment pas très conscient de la valeur qu'il avait. Il s'était auto-formé, donc il n'avait pas de point de comparaison avec des personnes qui auraient les mêmes prestations, qui auraient les mêmes compétences. Il était mineur, donc avec peut-être pas beaucoup d'expérience sur combien vaut son temps. Et il se dit, moi, je gagne tant à aller bosser. Alors, je ne sais plus dans quel contexte il faisait des extras. Je ne sais pas si en fait, il avait 17 ans, il est en sport-études. Oui, et je crois qu'il faisait des extras, je ne sais plus, dans la vidéo de suivi ou dans les commentaires, parce qu'on a échangé des choses par email, alors parfois je ne sais plus quelle était l'information qui avait été donnée dans la vidéo. Et c'est vrai qu'il faisait des extras, il se disait, voilà mon temps, une demi-heure de temps quand je fais des extras, c'est temps. Je passe le même temps à faire du dev, donc je le valorise tant. Et c'est vrai que c'était hyper choquant d'entendre ça, parce qu'on se disait, mais attends, tu es sur une compétence qui est quand même relativement rare, et finalement, c'est son manque de recul et d'expérience pour fixer un prix qui l'a amené à fixer un prix si bas. Et donc ça, c'était un vrai révélateur pour moi, certainement, et puis pour la communauté des gens qui s'occupent de la France et de Fiverr chez nous, c'est de se dire, en fait, il y a plein de gens qui testent des compétences, qui ne savent pas combien ils valent, et c'est vrai que là, le gap était juste incroyable. On avait la meilleure prestation pour le prix le plus bas, et il se trouvait que c'était un Français. Et c'était absolument pas fait exprès, hein. C'était vraiment le hasard le plus complet, enfin le destin quasiment qui nous a amené à ça. Et donc Benjamin Code aussi était très très. On a eu l'occasion de discuter sur la partie tarification de freelance, et nous on a fait un travail chez nous aussi, de dire comment on fait pour inciter les freelances à vraiment placer le bon prix pour leurs prestations. Parce que c'est trop dommage finalement de se sous-vendre. Vous avez un coût d'opportunité quand vous vendez à 12 $ votre demi-heure de code, vous n'êtes pas en train de faire autre chose qui vaudrait éventuellement plus. Moi, à mon sens, pour acquérir l'expérience, ce jeune était au bon endroit. Il a bien acquis l'expérience sur Fiverr. Il a testé ses compétences et testé son marché. Maintenant, son offre, il a fallu la repackager. Et évidemment, il l'a repackagée puisque, étant donné qu'il avait eu cette expérience, ce recul-là, il a restructuré son offre et on voit aujourd'hui dans son segment premium, donc son offre qui est structurée en 3 niveaux, sur son segment premium, aujourd'hui, sur l'intégration de 5 pages, il est à 250 €. Donc, c'est plutôt une bonne chose, 300 $ environ. C'est plutôt une bonne chose de se dire, j'ai ce recul sur le prix, j'ai ce recul sur la valeur, et toujours se focaliser sur la valeur pour savoir ce qu'on vaut. Jamais sur ce que ça vous coûte en temps, jamais sur une alternative avec une autre activité. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours se dire qu'est-ce que je débloque comme valeur chez mon client, et c'est mon prix qui reflète ça. Donc, vidéo assez intéressante à aller regarder, à mon sens. Alors, je vais rentrer sur une partie beaucoup plus tactique qui est de dire, ok, très bien, allons-y, faisons un début d'expérience sur Fiverr, pourquoi pas, ça vaut le coup de tester, d'accord, mais il faut bien commencer avec un petit coup de boost dans le dos, c'est toujours plus intéressant. Donc évidemment, il s'agit d'organiser sa visibilité. Fiverr, c'est un algorithme. Si vous avez fait un tout petit peu de SEO, si vous avez vu comment sont classées des applications sur un App Store, il y a toujours une notion de légitimité du résultat, mais il y a aussi une façon de bien présenter un résultat de recherche sur un moteur de recherche, bien présenter une application sur un store, bien présenter son annonce quand on vend quelque chose sur le bon coin. Dans tous les cas, on essaye de battre un algorithme, on essaye d'exploiter un algorithme et de se mettre en avant par rapport au contrat de cet algorithme. Et là, c'est exactement la même chose. Vous avez un algorithme Fiverr qui va vous mettre en avant, ou au contraire ne pas vous mettre en avant, malheureusement, si vous avez certaines caractéristiques qui sont respectées ou pas. Donc, il faut voir qu'il y a un bassin d'audience qui est énorme, au global qui est énorme, 8000 prestations par jour, mais en même temps, sur la France, assez peu d'offres,
Mais il faut quand même bien commencer parce que ce nombre de prestataires va forcément grossir. Et quand vous allez prétendre à des prestations au niveau international, ben, vous aurez besoin aussi d'émerger. Donc, la qualité de l'expérience compte. Alors, vous me direz, bah oui, mais comment on fait quand on n'a pas d'expérience au départ? On va le voir comment bien commencer pour acquérir cette expérience dans la meilleure qualité. Vous contrôlez tout ce que vous voulez sur le packaging de votre offre. Hein, vous êtes entièrement libre. Fiverr ne vous donne pas d'indications sur comment vous souhaitez structurer votre offre. Vous êtes complètement libre. On va voir ça un peu plus tard. Et généralement, vous avez un effet boule de neige. C'est quand on commence bien, effectivement, on a tendance à bien poursuivre. C'est vraiment le début qui détermine pas mal de choses. Alors ça part d'une bonne intention de vous dire ça, mais il ne faut pas. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup d'enjeux au départ, mais ce n'est pas impossible d'optimiser son profil par la suite. Tout n'est pas non plus déterminé au départ. Alors, il y a trois façons d'optimiser sa présence sur une plateforme. Et encore une fois, ce commentaire-là, il est vrai sur toutes les plateformes, mais là, évidemment, comme je travaille sur Fiverr, je vous donne les bonnes pratiques qui sont particulièrement adaptées là-dessus. Un, c'est la visibilité. Est-ce que vous allez ressortir sur des recherches, par exemple? On a quasiment 50% des personnes qui arrivent sur une prestation qui arrivent via le moteur de recherche. Donc, on essaye de convaincre un moteur de recherche qu'on est légitime pour une recherche. Comment on fait ça? Alors, il y a un petit peu de machine learning, mais ça reste quand même utilisation de termes clés. Si vous avez un portfolio qui comprend les termes Figma ou CSS ou HTML, forcément, sur des recherches associées, vous allez plutôt ressortir. Donc, dans votre titre, dans les tags de votre prestation, c'est intéressant d'intégrer les termes qui sont recherchés par les personnes. Donc là, la fréquence de mots-clés, allez regarder les fréquences de mots-clés sur Stack Overflow, allez regarder les fréquences de mots-clés sur des moteurs de recherche. Ça va vous inspirer pour savoir quels sont les termes réellement recommandés, cherchés par les utilisateurs. Ensuite, il y a le top click, qui va se dire, voilà, je présente ma prestation. Est-ce que c'est moi qui vais recevoir une visite? Est-ce que c'est moi qui vais être cliqué? Et auquel cas, la présentation, le fond, va être montré que si la forme est intéressante. Victor Hugo disait le fond, c'est la forme qui remonte la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, on a besoin aussi de bien présenter et de donner à l'acheteur envie de cliquer sur son résultat. Et ensuite, une fois l'acheteur qui découvre votre offre convaincu, c'est grâce à des éléments ce qu'on appelle des éléments de réassurance, et on explique bien ce qui va se passer. On démontre bien à l'acheteur qu'il est au bon endroit, et puis on essaye de cadrer la prestation pour qu'il sache exactement ce qu'il va en tirer. Donc là, l'élément central sur lequel vous devriez passer un petit peu de réflexion quand même, c'est la partie titre, la façon dont vous démontrez ce que vous allez faire. La barre de recherche étant très utilisée et en mobile notamment, le titre ayant une grosse partie de résultats, les résultats sont assez petits en mobile, c'est le titre qui ressort bien et donc forcément c'est très important d'optimiser votre titre. Toujours intéressant de présenter son offre sur l'angle de la valeur et sur l'angle du client, de l'acheteur final. Éviter le jargon technique, éviter des termes, des acronymes, et soyez, alors, hormis les acronymes les plus admis, les plus visibles, soyez plutôt orienté valeur. Qu'est-ce que vous débloquez comme valeur pour votre acheteur? Soyez précis et concis. Essayez pas de tout ce que votre prestation contient. Sur le taux de clic, voilà, la présentation de l'écran type de choix de prestation ressemble à ce qui est sur la droite de l'écran. Donc, il faut que ça fasse professionnel, il faut que vous ayez une exécution impeccable de la présentation de votre prestation. Donc, le titre ressort toujours bien, mais vous avez aussi une photo de profil et vous avez une photo ou une vidéo de présentation. Donc là, c'est toujours intéressant aussi de passer un tout petit peu de temps peut-être sur un montage pour faire une compo avec un fond un peu neutre, votre photo, si ça a un lien avec vous. Sur des prestations techniques, un petit peu moins. Moi, je ne mettrais pas forcément votre photo sur des prestations techniques, mettez plutôt des éléments d'exécution. Vous faites de l'intégration, voilà, vous mettez des exemples d'intégration. Là, on est sur des catégories en voice-over ou en prestation vidéo, où forcément l'apparence ou
l'attitude du prestataire est plus importante. Sur les verticaux tech, c'est moins vrai. Voilà, quelques bonnes pratiques pour avoir la photo ou la vidéo de meilleure qualité. Les catégories, sur les catégories qui sont visuelles, donc ce sera votre cas, hein, la Wild Code School vous prépare à des catégories plutôt visuelles, techniques. Ce qui est intéressant, c'est de montrer ce dont vous êtes capable. Donc là, voir ce qu'on appelle les catégories visuelles, c'est le résultat de votre travail qui va être analysé comme un point d'ancrage pour la décision de l'utilisateur. L'utilisateur qui se dit, tiens, il arrive à faire ça, ou son métier, c'est de faire ça, ça m'intéresse. Plus que votre apparence, vous met sur des catégories non visuelles, des personnes qui vont écrire pour vous, vous avez l'apparence de la personne, éventuellement, ça peut être un élément de conviction, se dire, tiens, voilà, j'ai un jeune qui est italien, qui va faire mon voice-over en italien, pourquoi pas. Mais sur des catégories texte, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre visage et votre apparence sur le descriptif de la prestation. Alors, si vous allez être cliqué, c'est qu'aussi vous répondez avec l'ancrage valeur de votre acheteur. Évidemment, il y a toujours les acheteurs qui seront intéressés par le prix qui vont cliquer sur l'échelle de budget qu'ils ont en tête. Et puis, vous avez les acheteurs qui peuvent être convaincus par éventuellement des prestations plus chères. Mais à ce moment-là, il faut démontrer, et dès le début de la description de votre prestation, montrer la valeur que vous avez par rapport à éventuellement un prix plus élevé que vous auriez souhaité proposer. Donc, il ne faut pas non plus être hors de propos, donc essayez d'analyser un peu quelle est la facturation moyenne sur ça, et dites-vous, est-ce que je veux être dans la moyenne, est-ce que je veux être largement au-dessus, et si je suis largement au-dessus, est-ce que je présente quelque chose qui convainc pour cela. L'intérêt d'une plateforme comme Fiverr, c'est de pouvoir packager énormément votre prestation. Donc, on peut avoir une prestation qui est décomposée en niveaux. Donc, on va appeler basique, standard et premium les 3 niveaux de votre prestation, qui peuvent dépendre du niveau d'expertise que vous mobilisez, du volume. Alors ici, par exemple, chez notre intégrateur, c'était le nombre de pages qui étaient intégrées. Ici, sur la prestation où vous devez composer quelque chose, on peut avoir un nombre de mots. Donc, le nombre de mots ici, c'est 50, 100 et 150 mots. Voilà, vous avez un modulo qui est très clair entre la prestation de base qui est à 50 mots et la prestation la plus élevée qui sera ici à 150 mots. Donc, il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant de graduer sa prestation. Et réfléchissez au cran et aux marches du coup que ça représente pour l'utilisateur, pour l'acheteur. Et soyez certain que vous soyez... Enfin, assurez-vous d'être aussi rentable dans les 3. Il ne s'agit pas de dire je fais une prestation basique où je ne suis pas rentable pour espérer avoir des utilisateurs qui vont choisir standard et premium. Non, non. Les 3 niveaux doivent être rentables pour vous. C'est simplement que vous proposez une prestation de valeur différente à un prix différent. Pour la conversion, c'est bien évidemment si les utilisateurs vous font confiance pour l'offre premium. Donc, soyez incitatifs évidemment pour ça. C'est là où vous gagnez le plus. C'est là où vous passez le plus de temps. Donc, dans le cas de figure notamment de personnes qui vont faire un vrai axe de carrière de devenir freelance à plein temps, plus ils vendent de premium, mieux ça valorise leur temps. Donc, c'est toujours intéressant. L'option, donc c'est toujours aussi un moyen de gagner plus pour une prestation donnée, c'est de donner des options. Il est toujours intéressant de se dire qu'il y a des acheteurs qui sont intéressés par votre prestation, mais qui sont intéressés par votre prestation pour demain. Et à ce moment-là, ça se valorise. Le fait d'être dans l'urgence, l'acheteur est capable de comprendre que dans l'urgence, vous allez bien travailler, c'est sûr, mais vous allez aussi bien travailler dans l'urgence, donc il est capable de le valoriser. Vous pouvez aussi faire des éléments d'options qui dépendent de la qualité. Si vous faites un livrable en plus, je vous fais une exécution d'un logo et je vous livre le fichier source. Le fichier source est en option. Et à ce moment-là, vous pouvez doubler votre prix de prestation en disant, voilà, vous avez un applat PNG tel format, et si vous souhaitez obtenir le fichier source, vous mettez à nouveau 150 €. Donc, ça peut être tout à fait aussi l'option qui vous permet de bien valoriser votre. La description, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il est toujours intéressant de se faire son benchmark, sa comparaison de prestations équivalentes pour savoir comment sont présentées les choses. Allez regarder ceux qui ont des badges Fiverr Pro, allez regarder ceux qui vendent le plus sur Fiverr pour savoir comment ils présentent leurs prestations. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire pareil, mais au moins d'avoir une analyse de est-ce qu'ils font quelque chose que je ne fais pas.
Dans la description, donc là, bon, je ne m'appesantis pas. L'idée, c'est d'avoir un discours en entonnoir, toujours commencer par le bénéfice obtenu par l'utilisateur, c'est pour ça qu'il vient. En gros, il faut répondre à la question, c'est qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est la bonne personne pour ce que je suis en train de vouloir faire? Ensuite, vous allez dire, bah, voilà comment on peut travailler ensemble, voilà ce que je vais vous livrer précisément, voilà ce que vous allez obtenir. Et à la fin, un petit élément de réassurance, bah, j'ai fait la White Code School. Alors, j'ai vu des prestataires aujourd'hui déjà sur Fiverr qui marquent j'ai fait la White Code School, voilà mes qualifications. Ça, c'est très, très bien. En fin de description, la White Code School, ça parle, c'est un jeu de compétences que vous allez acquérir qui peut être mis en avant en termes de réassurance. Vous n'avez pas appris sur le tas, vous avez appris avec un enseignement structuré, etc. Donc, c'est intéressant de le mettre en avant. Après, la partie visuelle, alors ça dépend encore une fois des catégories, entre les catégories dites visuelles et les catégories moins visuelles. Dans votre cas, sur des prestats techniques ou des prestats de conception, c'est toujours intéressant de mettre en avant son travail. N'hésitez pas à ajouter de la vidéo, ça peut même être encore plus parlant. Donc, un vrai portfolio et une vraie description de votre travail avec des exemples, tout simplement. La section FAQ, alors ce que ça a comme valeur, c'est notamment pour tout ce qui est aller-retour. On perd beaucoup de temps en prestation si on a besoin de caler les choses, si les choses ne sont pas claires. Vous pouvez manger votre marge en ayant trop d'aller-retour avec un client. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir 0 aller-retour, mais plus les choses sont cadrées, moins vous perdez de temps là-dessus, et plus vous êtes dans l'exécution de la mission et pas dans la communication. La communication, c'est ce qui permet de cadrer une offre, mais évidemment, c'est moins bien valorisé que votre travail proprement dit. Donc, il faut avoir une FAQ autant que possible pour répondre en avance de phase à toutes les questions qui pourraient se poser après, éviter les allers-retours. Votre bio, donc là aussi, remettez que vous avez fait la White Code School, ça va de soi, et des moyens de contact. Donc, il y a des acheteurs qui peuvent aussi directement se rendre sur votre biographie et vous contacter à partir de là pour des projets ad hoc. Donc, au-delà d'une prestation que vous avez souhaité mettre en avant, ils peuvent vous dire je sais que tu es bon là-dedans et je veux te contacter pour un projet custom. Après, vous avez différents moyens, évidemment, de faire votre promotion. Bon, là, c'est toujours intéressant. Je souhaite m'appesantir sur le Bring Your Own Business, donc BYOB. Il s'agit en fait si vous avez déjà un volant de clientèle existant en dehors de Fiverr, vous pouvez les ramener sur Fiverr en tant qu'acheteur sans frais. C'est-à-dire ni vous ni eux n'allez payer de commission. Et ça vous permet du coup d'optimiser votre paiement, la communication. Bref, vous passez par Fiverr pour des relations que vous avez déjà avec des clients. Et ça vous permet, ni vous ni eux, encore une fois, de payer en commission. Mais ça vous permet éventuellement d'obtenir vos premiers avis et vos premières réalisations très facilement. Donc encore. Alors, l'intérêt de la session, et je remercie encore Julien pour l'invitation, c'est qu'on peut vous pousser dans le dos. L'idée, c'est, moi j'ai un intérêt bien compris à venir ici, c'est que vous êtes compétent. Vous allez être sur le marché prochainement, donc disons-le nous directement, j'ai envie de vous pousser et de vous pousser dans la bonne direction. Donc ça va prendre la forme suivante. On va faire un examen manuel de votre profil, avoir des recommandations éventuellement sur les profils qui ne seraient pas tout à fait aussi optimisés, donc vous donner des points d'entrée et vous donner des petites phases d'amélioration possibles. Et on va vous donner un badge customisé, donc c'est Rising Talent, donc c'est un badge qu'on donne pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui à Stanford en Computer Science. C'est un badge qu'on donne à NYU, donc New York University, à Columbia. Ce n'est pas un badge qu'on donne à beaucoup de monde, objectivement. Donc, on a bien calé le dispositif pour que vous soyez avec ce badge, avec un petit temps d'avance sur des prestataires qui n'auraient pas eu la session du jour et qui n'auraient pas été présents à la White Code School. Donc, c'est un vrai avantage aussi. Ça vous permet d'émerger pour rejoindre, pour avoir cette possibilité-là. Donc, on a juste un process extrêmement simple. Vous avez une adresse raccourcie qui apparaît en slide ici. Ça vous envoie vers un formulaire synthétique qui vous prend vos éléments de contact, qui vous demande si vous avez fait telle et telle action sur les profils. Et ensuite, on a une équipe et une revue manuelle de notre côté pour caler tout ça. Et pour que vous soyez, encore une fois, bien accompagné pour vos premiers pas sur Fiverr. Merci à vous. Alors, j'ai été assez vite sur la fin, mais je voulais avoir du temps pour les questions, parce qu'immanquablement, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des questions, et je voulais avoir le temps de les traiter correctement aussi.
Alors, est-ce que, si on remonte un peu dans la fenêtre, sur le panier moyen, alors, j'ai une question. Alors, soit je prends les questions main levée, soit je prends les questions dans le chat. Par quoi voulez-vous commencer? Je peux peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Bon, peut-être tu peux commencer par lire les questions, parce que s'il y a d'autres mains qui se lèvent entre-temps, ça risque d'être compliqué. Oui, d'accord, ça marche. Alors, le panier moyen, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, le panier moyen, déjà, il est très, très variable, suivant les catégories vers lesquelles on se tourne. Les catégories sur lesquelles les paniers moyens sont les plus variables, c'est tout ce qui est graphique et design. Vous allez voir sur Fiverr, on a des premiers points d'entrée, ça commence à $5 et ça monte à $5 000. Voilà. Donc là, le panier moyen, en fait, la moyenne, c'est la moyenne de choses tellement différentes que le panier moyen ne veut pas dire grand-chose. Et vous avez des paniers moyens éventuellement très resserrés sur des catégories comme le dev, par exemple, parce que forcément, la partie développement, c'est un accès un peu plus difficile, c'est des compétences qui sont encore différentes. Et la rareté de l'offre fait que les paniers moyens sont plutôt assez élevés. Donc là, un panier moyen entre 300 catégories, je ne saurais pas vous le dire, et un panier moyen entre les prestations à $5 et à $5 000, je ne saurais pas vous le dire non plus. La vérité, c'est que la moyenne ici n'est pas très parlante. Il vaut mieux se constituer un benchmark et des éléments de comparaison par rapport aux personnes qui ont les mêmes compétences que vous sur les catégories sur lesquelles vous souhaitez être actif. Et là, ça a du sens de faire une moyenne éventuellement. Et regardez bien la gradation, encore une fois, entre le standard et le premium. Parfois, il y a des multiplicateurs très intéressants aussi. Donc, le panier moyen, selon la gradation, est très variable. Donc, le terme junior qui me définit n'est pas vendeur pour le coup, sauf à prix ultra compétitif. Alors non, pas du tout. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure alors le mot junior n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste junior, c'est pas encore de l'expérience. Ça ne veut pas dire pas cher. On va dire les choses. La personne qui a remporté le petit concours créatif avec Benjamin Code, il a révisé ses prix largement à la hausse, et sauf erreur, il est encore junior. D'un strict point de vue d'expérience, il n'a pas 10 ans d'expérience derrière lui. Donc, on a une corrélation, mais absolument pas une causalité. Oui, les plus juniors peuvent être moins chers, ça peut être une corrélation, mais ce n'est pas parce que vous êtes junior que vous devez être moins cher. Ce n'est pas la compétitivité relative qu'il faut regarder, c'est votre compétitivité absolue par rapport à la prestation que vous proposez. D'accord ? Ne regardez pas ce que font les autres. Regardez ce que font les autres qui vous ressemblent et surtout regardez ce que cherchent vos clients. Toujours se positionner du côté valeur. Qu'est-ce que vous débloquez comme valeur pour vos clients ? Si vous êtes capable de résoudre un problème ou de proposer une prestation avec une réactivité de 12 heures, ce n'est pas les mêmes clients que vous aurez avec des réactivités à une semaine. Vous aurez tous les clients qui sont en urgence. L'agence qui n'a pas pensé à faire une landing page pour un événement qui a lieu après-demain. Voilà, ça se connaît. Donc, et ça, ce n'est pas lié à votre statut junior ou pas. D'accord ? Donc, soyez toujours conscient de ce que vous proposez. Il y a toujours un point d'entrée prix sur lequel vous pouvez vous dire, voilà, je suis obligé de passer par ce prix-là. Et en fait, non, si vous calez votre prestation pour échapper à justement cette décision de prix, vous aurez un joli succès aussi. Alors, niveau déclaration d'impôt, ça se passe comment quand c'est juste 2 heures par semaine? Ça dépend de votre statut, Vivien. Ça dépend de votre statut. Donc, Fiverr, comme je l'ai dit, ne fait pas. Il y a une telle diversité de statuts juridiques entre 160 pays traités par Fiverr, entre les différents statuts qui peuvent exister, juridiques et fiscaux. Il n'y a pas un format qui est commun à tout le monde, loin de là. Sur 2 heures par semaine, moi, si je vous donne un conseil, évidemment, regardez le statut juridique et fiscal qui est adapté à ce volant d'affaires-là. Je pense que à ce moment-là, la micro-entreprise sera plus adaptée que l'entreprise tout court, qu'un statut SASU. Voilà. Regardez comment ça se passe. Moi, je ne peux pas vous faire de conseils là-dessus, mais il y a des formats qui sont très adaptés à des volants d'affaires assez faibles. Statut d'entrepreneur, tu payes au pourcentage que tu dis. Alors oui, donc là, il faut rentrer dans les notions. Il y a des outils aussi pour être un freelance efficace sur tout ce qui est déclaratif. Je vous renvoie vers la littérature et les outils disponibles. Perdez pas de temps, effectivement, votre temps est précieux en freelance. On peut cumuler auto-entrepreneur un poids CDI. Alors, je ne vais pas vous faire de conseils, mais oui, c'est possible, ce qu'on appelle les polyactifs, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Des gens qui ont un job et qui ont à côté un emploi freelance auto-entrepreneur. Il y a des notions de non-concurrence. Il y a plusieurs notions à garder en tête, mais vous pouvez être à la fois micro-entrepreneur et salarié.
spoiler alert, c'est un Français qui gagne tout à fait. Donc là, on me commentait sur le liste Benjamin Code. Merci Vivien. Comment se rémunère Fiverr? Valérie. Donc c'est un modèle de marketplace, donc avec effectivement une commission qui est calculée sur la valeur, c'est un pourcentage qui est calculé sur la valeur de la prestation. La commission, c'est au moment de l'achat que l'acheteur aura l'information de la commission. Alors, on est sur le marché littéralement demain, les wilders, ouais, et les doubles compétences et positionnement. Alors ça, Cyril, vous pourrez peut-être m'éclairer sur ce qui était l'objet de votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire par double compétences et positionnement? Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant, très détaillé, j'ai bien aimé. Oui, alors moi, j'ai une question par rapport aux gens qui ont plusieurs compétences. Et comment tu conseilles qu'ils se positionnent, en fait? Alors, moi, je ne suis pas là pour parler de mes projets perso, j'essaie de trouver un exemple parlant. Par exemple, je ne sais pas, prenons l'exemple de celui qui va proposer, un photographe qui va proposer de faire des photographies de mariage et des choses comme ça, mais qui par ailleurs est développeur, il peut faire des sites. Comment il va présenter ça? Comment il va proposer son travail? Est-ce qu'il va proposer un package des deux ou alors bien séparer les deux compétences? Est-ce que ça risque pas de desservir au niveau des clients potentiels d'avoir les deux compétences? Donc les gens vont se dire ouais, celui-là il sait faire des sites, mais bon, il n'est pas très sérieux parce qu'il touche à tout. Je ne vois pas trop comment se positionner. Par exemple, pour les gens qui ont deux compétences ou trois, mais qui peuvent en même temps être des compétences très liées. Je comprends. Bonne question, effectivement. Alors, il y a des gens dont les compétences n'ont pas de lien organique. Hein. Tu donnais l'exemple d'un photographe qui pourrait aussi faire la voix off. Une belle voix de baryton. Voilà, de temps en temps, on a besoin d'une voix off pour un clip ou pour une bande audio et vous êtes tous francophones et vous auriez la possibilité de proposer une prestation en voix off. Rien à voir avec votre prestation photographe ou créateur de site. Donc là, on parle bien de compétences complètement séparées. Stratégiquement, évidemment, vous n'allez pas forcément mettre l'un dans l'autre et vous n'allez pas faire évoquer la prestation de l'un avec l'autre. Alternativement, quand on a des compétences qui sont croisées, donc là, tu donnais l'exemple d'une capacité graphique, par exemple, et puis de développement d'un site Internet. Donc, les deux sont éventuellement couplés. Alors, si j'étais toi dans ce cadre… Oui, parce que je rajoute une dernière chose que je n'ai pas dit, parce que potentiellement, tu peux vendre les deux, quoi. Tu peux vendre un package où tu vas faire les deux. Tu vas prendre des photos et tu vas faire le site. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et à ce moment-là, on peut structurer l'offre avec le niveau de gradation éventuellement. Moi, si j'étais toi, tactiquement, il y a un marché pour ceux qui vont vouloir juste un site et pas la partie graphique. Il y a un marché pour ceux qui vont vouloir la partie graphique. Il y a un marché pour l'intersection des deux. Donc, tu pourrais avoir une prestation pour les deux, séparée, avec des options où tu inscris en option la possibilité de réaliser un site et avec le prix associé. Donc, tu pourras utiliser les options ou la gradation dans le package entre le basique, le standard et le premium pour éventuellement dire avec le premium, vous obtenez la réalisation de la partie graphique du site. Et ça, ce serait assez logique. Prends la partie la plus chère, la prestation la plus chère, donc probablement ici la réalisation du site, et tu mets en premium l'insertion de je réalise vos éléments graphiques pour 3 000 € de plus. J'en sais rien. Tu vois, tu peux avoir du coup la prestation la plus chère qui est augmentée grâce à la prestation complémentaire la moins chère avec le package qui du coup démontre ça. Une dernière façon de le faire, c'est de segmenter en fait ta proposition. Donc là, l'exemple de la voix off et du photographe, c'est que tu développes deux profils et tu as une bio qui est du coup très adaptée à l'un et une bio très adaptée à l'autre. Et comme ça n'a rien à voir ou pas grand-chose et qu'il y aura peu d'opportunités de croiser les deux prestations, tu as véritablement deux points d'entrée dans la plateforme. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la structure de votre prestation? Est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre? Surtout, c'est ça la question. Oui, bonjour, j'ai une question. Alors, ça va suivre un peu la question qui vient d'être posée. C'est au niveau, déjà au niveau statut fiscal, comment ça se passe? Est-ce que c'est Fiverr qui prend en charge le statut fiscal? Est-ce que c'est déclaré en fonction des droits des lois de son pays? Et ensuite,
la personne juste avant, je ne sais plus qui c'est Cyril, a évoqué de proposer des activités différentes. Sauf que entre photographe et développeur web, c'est pas du tout le même statut fiscal. Est-ce que ça peut être cumulé, quoi? Ok. Alors, la réponse. Alors, je vais faire une réponse internationale, c'est de dire il y a une telle variété qu'on ne peut pas se permettre finalement de recommander quoi que ce soit entre les pays. Le statut fiscal et juridique français sont particuliers et on n'a pas de prescription vers un statut fiscal ou juridique plutôt qu'un autre. Donc déjà, vous êtes autonome et complètement autonome sur ce choix. Et il n'y a pas finalement de lien entre la prestation Fiverr. Vous êtes responsabilisé finalement, c'est ma meilleure réponse, c'est vous êtes responsabilisé pour faire les déclarations de chiffre d'affaires, par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur, il y a une déclaration à faire aux URSSAF. Voilà, vous êtes autonomisé là-dessus. Fiverr ne donne pas de conseils et n'intègre rien qui a un lien avec la fiscalité dans la plateforme. Vous recevez un revenu versé sur un IBAN ou versé sur un compte PayPal et vous êtes chargé ensuite de faire ce qu'il faut en lien avec les lois et règlements du pays. Ok. Sur la prestation croisée, du coup, c'est une bonne question. Ben, ça, c'est éventuellement, quand vous avez des statuts fiscaux suivant les prestations, ben, il faut que vous choisissiez, du coup, pour chacune des prestations, le statut le plus adapté au croisement des deux ou aux prestations séparées. Là, le meilleur conseil, c'est regarder ceux qui ont énormément d'expérience avec le même jeu de compétences que vous, comment ils ont fini par organiser leur activité, et ou une belle discussion avec un expert comptable, ou avec pour des plateformes qui font ce genre de choses aussi, beaucoup de plateformes aujourd'hui qui s'adressent aux freelances. Généralement, vous pouvez avoir un petit rendez-vous de calage et vous en profitez pour glisser ce genre de questions, ça peut être intéressant. Parce que oui, j'ai l'expérience de voir énormément de freelance et les dispositifs qui les occupent. Merci Franck. Je vous en prie, Gabriel. Alors, Clovis, tout à fait, oui, ça dépend, peut-être, oui, tout à fait. Voilà, donc il y a, effectivement, vous pouvez être au niveau social à la Maison des artistes pour une activité et sur toute autre chose pour une autre activité. Donc là, c'est très varié. D'autres questions? Je crois qu'il y a une question à Nantes. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à ce que vous proposez. J'ai bien compris que c'était par exemple, pour les freelances, pour trouver des affaires et pour les entreprises, trouver des prestataires. Est-ce que pour les freelances, vous leur permettez aussi de créer une communauté entre eux, c'est-à-dire d'échanger entre freelances? Et est-ce que côté prestataire, vous donnez la possibilité de monter des projets, des équipes projets avec plusieurs freelances? Tout à fait, très bonne question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets dont la complexité, dont l'imbrication des prestations réclame de travailler en équipe projet et que les freelances se connaissent les uns les autres et puissent se transmettre certains éléments. Un projet de création d'une fiche produit, par exemple pour un site e-commerce, puis de traduction de la même fiche produit, puis d'exécution d'un shooting, d'un packshot pour la même fiche produit. On a 3 ou 4 prestataires qui peuvent être impliqués sur chacune des prestations. Donc oui, la feature, la fonctionnalité qui va arriver, c'est Fiverr Studio, où vous allez pouvoir opérer en équipe projet côté freelance. Donc le donneur d'ordre va concrètement recruter sa Dream Team de freelance et les faire bosser ensemble, et chacun des freelances aura connaissance des autres freelances du groupe. Donc là, à charge pour vous, éventuellement, quand vous proposez une prestation, de dire je travaille déjà très bien avec tel autre prestataire sur Fiverr, donc si on devait travailler ensemble, voilà son profil. Donc, si vous êtes le premier recruté d'un groupe projet, c'est vrai que c'est intéressant de dire j'ai déjà travaillé avec telle et telle personne et ça s'est bien passé. Donc ça peut être une réponse fonctionnelle côté prestataire. Et donc côté acheteur, donc c'est aussi la fonctionnalité studio, parce que là, du coup, vous organisez votre expérience en tant qu'acheteur sur un projet et non plus sur une prestation unique. Et l'autre élément, c'est Fiverr Business. Alors, je suis allé vite tout à l'heure, mais Fiverr Business, en gros, c'est quand vous avez une équipe qui achète des prestations freelance. Fiverr Business existe déjà. Alors, ce n'est pas traduit en français pour le moment, donc c'est surtout pour ceux qui maîtriseraient la
la langue de Shakespeare, mais Fiverr Business, c'est la réponse à ce besoin-là. C'est quand vous avez une équipe projet, alors c'est souvent des agences, ou quand vous avez un département marketing, et puis les uns et les autres vont faire appel à des freelances sur Fiverr. Donc, ils ont Fiverr Business, et vous pouvez du coup parler au chef de projet, vous pouvez parler à plusieurs personnes dans côté acheteur. C'est comme si vous aviez une équipe face à vous. Et ça, c'est vrai que pour des projets de long terme, c'est agréable pour le freelance de se sentir impliqué dans une équipe. Merci Franck. Excusez-moi, on va devoir vous quitter pour l'équipe de Lyon, parce qu'on a des activités qui doivent s'enchaîner. Bien sûr. Je voulais vous remercier, et puis également Julien. Je sais que vous avez répondu à ma question, j'étais absent, donc je regarderai le rec, je reviendrai. Merci Mathieu. Et n'hésitez pas à laisser des éléments dans l'email, dans le formulaire que vous remplirez. Je vous remercie énormément pour votre attention. Et je vous souhaite vraiment bon vent. Et s'il y a un petit bout de chemin, on peut le faire ensemble, ce sera encore mieux. Mais en règle générale, vous êtes au bon endroit là pour apprendre plein de trucs. Donc, je vous souhaite vraiment bon vent et plein de bonnes choses pour votre carrière, pour votre début de prise de première prestation, de premiers emplois. Quel que soit le format, bon vent. Bonne chose pour vous. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bonne continuation de l'entreprise aussi. Merci. À bientôt, Lyon. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, je vais pouvoir transmettre sur notre Slack, dans un premier temps, à tous ceux que ça intéresse, le lien vers la présentation que tu viens de faire, donc les slides, et aussi vers le formulaire qui va permettre à tous les wilders qui sont intéressés de créer un profil et d'avoir une sorte d'audit aussi pour avoir des retours sur leur profil, sur la manière dont ils valorisent leurs compétences, et aussi, si je l'ai bien compris, du coup, pour obtenir à l'issue, pourquoi pas un badge. Donc, du coup, c'est quoi le nom du badge déjà? Rising Talent. Donc, voilà. Talent, voilà. Vous êtes en gros identifié avec un badge qui est présent sur vos profils dès la partie recherche. Donc, je vais pouvoir vous transmettre ce lien pour avoir cette espèce de petit audit dans un premier temps sur notre Slack, dans le channel Event, à la suite de la conversation de ce que j'ai mis tout à l'heure. Et je vous retransmettrai aussi pour ceux qui auraient loupé l'information dans ma prochaine newsletter de début mars. Et puis, comme vous l'avez évoqué aussi, c'est aujourd'hui votre dernier jour de formation. Donc, je voulais juste vous dire, vous souhaiter une belle poursuite. J'espère que tout se passera bien. Continuez d'échanger aussi entre vous. Vous êtes votre premier nouveau réseau professionnel. Continuez de vous investir dans la communauté, de monter en compétences aussi, de faire cette veille collective. Je vais bientôt changer pas mal de choses sur le Slack pour que vous puissiez le faire de mieux en mieux, et notamment que vous puissiez changer autour des technologies par rapport aux formations que vous avez suivies. Donc, créer des channels spécialisés pour tous les data analystes, tous les wilder data analystes, pour tous les analystes en cybersécurité, les développeurs JS, C# et tout ce qu'on propose à la Wild. Donc, continuez de faire cela, de suivre les newsletters et de vous investir. Et n'hésitez pas à poser des questions, je serai toujours là pour pouvoir répondre à tous vos questionnements. Merci beaucoup, Franck, et à bientôt. Merci et à bientôt. Bonne continuation à tous. Bonne fin de journée. À bientôt, tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup.